Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Pierre Bourdieu sur la télévision. Sur la télévision, il s'agit d'une conférence télévisée, ou du moins filmée, sur la télévision, suivie ici de l'emprise du journalisme, deuxième conférence sur une thématique très proche, prononcée donc par Pierre Bourdieu à la fin du XXe siècle, en 1996 précisément, qui réfléchit sur les structures de la télévision, sur ce que ce média fait à nos sociétés, sur sa place à l'intérieur de celle-ci. Discours qui lui-même est d'ailleurs un discours plutôt engagé sur le rôle de la télévision. Que fait la télévision d'après Bourdieu ? Voici un extrait, caché en montrant. J'ai mis l'accent sur le plus visible. Je voudrais aller vers des choses légèrement moins visibles. Ce n'est pas tout à fait le début de sa conférence, où il a montré des évidences, ou ce qui lui paraissait comme tel, c'est-à-dire, par exemple, la censure qui est invisible à la télévision, mais je voudrais aller donc vers des choses légèrement moins visibles en montrant comment la télévision peut paradoxalement cacher en montrant autre chose que ce qu'il faudrait montrer si on faisait ce que l'on est censé faire, c'est-à-dire informer. Ou encore en montrant ce qu'il faut montrer, mais de telle manière qu'on ne le montre pas ou qu'on le rend insignifiant, ou en le construisant de telle manière qu'il prend un sens qui ne correspond pas du tout à la réalité. Alors il va prendre des exemples. Sur ce point, je prendrai deux exemples, empruntés aux travaux de Patrick Champagne. Dans La misère du monde, Patrick Champagne a consacré un chapitre à la représentation que les médias donnent des phénomènes dits de banlieue. Et encore aujourd'hui, les phénomènes de banlieue occupent les médias et la critique est sans doute, sinon à reprendre telle qu'elle, elle est sans doute ici encore en grande partie valable quand même. Et il montre comment les journalistes, portés à la fois par les propensions inhérentes à leur métier, à leur vision du monde, à leur formation, à leur disposition, mais aussi par la logique de la profession, sélectionnent dans cette réalité particulière qu'est la vie des banlieues un aspect tout à fait particulier, en fonction de catégories de perception qui leur sont propres. La métaphore la plus communément employée par les professeurs pour expliquer cette notion de catégorie, c'est-à-dire ces structures invisibles qui organisent le perçu, déterminant ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, est celle des lunettes. Ces catégories sont le produit de notre éducation, de l'histoire, etc. Les journalistes ont des lunettes particulières à partir desquelles ils voient certaines choses et pas d'autres. Et voient d'une certaine manière les choses qu'ils voient. Ils opèrent une sélection et une construction de ce qui est sélectionné. Donc déjà, ce qu'on nous montre comme étant la réalité des banlieues, par exemple, mais on pourrait prendre 1000 autres exemples, c'est derrière les lunettes des journalistes qui ont sociologiquement une manière de voir les choses, c'est-à-dire qu'ils font partie d'une classe sociale, si l'on veut. Le terme n'est peut-être pas celui de Bourdieu, je ne vais pas entrer dans le vocabulaire de Bourdieu qui très vite devient compliqué. Ici, il s'agit d'une conférence qui volontairement simplifie. Lui le regrette. Il y a dans la deuxième partie du livre l'emprise du journalisme en annexe, qui est une version, disons, plus orthodoxe dans l'utilisation du vocabulaire bourdieusien, plus adressé à ceux qui le maîtrisent. Ici, il y a une volonté didactique quand même dans ce passage-là. Et je dois dire que cette première partie sur la télévision, par rapport à l'annexe, m'a paru quand même beaucoup plus lisible. Donc l'information est, mine de rien, biaisée, celle qu'on a à la télévision. Alors bien sûr, lui réfléchit sur la télévision à une époque où ce média est le média dominant,
aujourd'hui, la télévision reste un média qui compte, même si on a passé beaucoup de temps depuis, et puis qu'il y a un média qui naissait au moment où Bourdieu écrit ceci, média qu'il n'évoque pas, qu'il ne voit pas, dont il ne voit pas encore les possibilités, et au fond à quel point il va accentuer les soucis, les biais qui sont ceux de la télévision, mais aussi parfois par rapport à certains points déplacés. Le problème n'est pas tout à fait le même avec Internet qu'avec la télévision, même s'il y a des points communs. On ne va pas entrer dans une comparaison ici, il ne le fait pas, il n'a pas la possibilité de le faire en son temps. En son temps, ça n'a pas encore de sens. Aujourd'hui, ce serait intéressant. Je peux imaginer que d'autres l'ont fait, je ne sais pas. Bon, la part la plus déterminante de l'information, reprenons quelques pages plus loin, c'est-à-dire cette information sur l'information qui permet de décider ce qui est important, ce qui mérite d'être transmis. Dans la big data, aujourd'hui on employerait ce terme, vient en grande partie des autres informateurs. Le journaliste va aller chercher chez d'autres. Et cela conduit à une sorte de nivellement d'homogénéisation des hiérarchies d'importance. Également, la concurrence. On va se référer aux concurrents pour s'en distinguer parfois. Mais toujours en prenant en compte ces autres informateurs. Je me rappelle avoir eu un entretien avec un directeur des programmes. Il vivait dans l'évidence totale. Je lui demandais « Pourquoi mettez-vous ceci en premier et cela en second ?» Et il répondait « C'est évident. » Et c'est sans doute pour cette raison qu'il occupait la place où il était. C'est-à-dire parce que ces catégories de perception étaient ajustées aux exigences objectives. En l'entendant parler, je ne pouvais m'empêcher de penser à Godard disant « Verneuil est un tzigane » par rapport au directeur de FR3. Enfin, par comparaison. Bon, FR3, tout ça semble très daté quand même. Bien sûr, dans les différentes positions à l'intérieur même du milieu du journalisme, les différents journalistes trouvent inégalement évident ce qu'ils tenaient pour évident. Donc ce directeur des programmes. Les responsables qui incarnent l'audimat ont un sentiment d'évidence qui n'est pas nécessairement partagé par la petite pigiste qui débarque, qui propose un sujet et à qui on dit ça n'a aucun intérêt. On ne peut pas se représenter ce milieu comme homogène. Il y a des petits, des jeunes, des subversifs, des casse-pieds qui luttent désespérément pour introduire des petites différences dans cette énorme bouillie homogène qu'impose le cercle vicieux, entre guillemets, de l'information circulant de manière circulaire entre des gens qui ont en commun, il ne faut pas l'oublier, d'être soumis à la contrainte de l'audimat, les cadres eux-mêmes n'étant que le bras de l'audimat. Aujourd'hui c'est le clic, mais ça revient au même. Donc on a cette histoire d'audimat et au fond de hiérarchie de l'information évidente pour ceux qui sont au sommet et qui décident, mais pas si évidente que ça. Et donc, finalement, penser d'une manière un peu subversive, penser d'une manière qui soit une mise en doute des évidences, eh bien c'est difficile à la télévision. Revenons à Bourdieu. Je disais, en commençant, que la télévision n'est pas très favorable à l'expression de la pensée. J'établissais un lien négatif entre l'urgence et la pensée. C'est un vieux topic du discours philosophique. C'est l'opposition que fait Platon entre le philosophe qui a du temps et les gens qui sont sur l'agora, la place publique, qui sont pris par l'urgence. Il dit, à peu près, que dans l'urgence, on ne peut pas penser. C'est franchement aristocratique. C'est le point de vue du privilégié qui a du temps et qui ne s'interroge pas trop sur son privilège.
Mais ce n'est pas le lieu de discuter cet aspect. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien entre la pensée et le temps. Et un des problèmes majeurs que pose la télévision, c'est la question des rapports entre la pensée et la vitesse. Est-ce qu'on peut penser dans la vitesse? Est-ce que la télévision, en donnant la parole à des penseurs qui sont censés penser à vitesse accélérée, ne se condamne pas à n'avoir jamais que des fast thinkers, des penseurs qui pensent plus vite que leur ombre? Les Lucky Luke de la pensée, pourrait-on ajouter ici. Or, ce que montre Bourdieu, ce qu'il fait, son œuvre le prouve. Je suis pas du tout un connaisseur de Bourdieu, j'ai lu 2-3 choses, mais c'est quelqu'un qui est entré dans une pensée complexe et qui a construit patiemment sur des dizaines d'années une pensée qui, justement, s'est construite très loin de ces penseurs qui pensent plus vite que leur ombre. Eh bien, ce ton-là, la télévision ne l'a pas. Alors évidemment, on pourrait se dire, mais tiens, là, dans l'espace qui est le nôtre maintenant, celui d'Internet, ça on peut le faire. Encore faut-il après, si on veut diffuser notre pensée lente, que l'on trouve un public, que la télévision peut trouver peut-être plus facilement. Mais c'est peut-être une différence, même si, au fond, on voit bien que la pensée toute prête et rapide est celle qui va le plus vite, forcément, toucher le plus de monde. Il va citer des noms de philosophes, ces philosophes de plateau de télé qu'on connaît. Il s'acharne un peu sur, bon, bien sûr, des Bernard-Henri Lévy, ou, à un moment donné, des noms d'ailleurs qui sont toujours là, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que Bernard-Henri Lévy, en 1996, bon, c'était déjà un vieux de la vieille, et puis il va aller nous en donner d'autres, je ne sais plus quel nom il cite, un peu plus loin, ces bons clients qui font que l'on suit la télévision. Parce qu'ils pensent rapidement et puis qu'on n'a pas le temps de penser lentement, alors que la pensée par définition doit être lente. Et aujourd'hui, vous voyez que la captation de l'attention, la perte de l'attention, qui est un des vrais problèmes, notamment dans le monde de l'éducation, les jeunes ne parviennent plus à se concentrer longtemps. C'est l'effet TikTok peut-être, ou d'autres applications où on doit faire des flashs très rapides, et puis la pensée qui se construit lentement, ça marche pas, ou ça demande un effort qui est très très difficile pour les gens d'aujourd'hui. Donc, il va prendre aussi des exemples à la télévision. Il y a un deuxième texte, la structure invisible et ses effets, notamment sur les parts de marché et la concurrence, sur la banalisation, sur d'autres aspects comme les luttes qui sont arbitrées au fond par l'audimat. A raison celui qui a le plus de spectateurs. Or évidemment, dans une pensée, dans un débat intellectuel, ça n'est pas celui qui a le plus obtenu de points dans le public qui a forcément raison. Ça ne prouve rien, effectivement. Et puis cette question de la hiérarchie de l'information qui est peut-être au cœur de ce livre-là, et je ne vais pas entrer beaucoup plus dans les détails. Moi, c'est ce que j'en ai retenu. Bourdieu, c'est très vite touffu, sa pensée. Il y a plein d'aspects qui mériteraient tous d'être approfondis, dit. Mais voilà le plus important, du moins dans ce qu'il écrit ici. Mais le plus important, c'est qu'à travers l'accroissement du poids symbolique de la télévision,
Aujourd'hui, ce poids a sans doute baissé, mais à l'époque, c'était vraiment le média. Et parmi les télévisions concurrentes de celles qui sacrifient avec le plus de cynisme et de succès à la recherche du sensationnel, du spectaculaire, de l'extraordinaire, c'est une certaine vision de l'information, jusque-là reléguée dans les journaux dits à sensation, vouée au sport et aux faits divers, qui tend à s'imposer à l'ensemble du champ journalistique. Le sport et le fait divers, et ça, c'est tout à fait frappant, encore aujourd'hui. Et c'est le cas sur Internet, quand vous ouvrez vos navigateurs, ils vous parlent de sport et de faits divers, généralement. Même si ça vous intéresse absolument pas, ce qui est mon cas. Les résultats sportifs, je n'ai pas du tout besoin de cette information pour vivre bien. Et c'est du même coup une certaine catégorie de journalistes, recrutés à grands frais pour leur aptitude à se plier sans scrupule aux attentes du public le moins exigeant, donc les plus cyniques, les plus indifférents à toute forme de déontologie et a fortiori à toute interrogation politique, qui tend à imposer ses valeurs, ses préférences, ses manières d'être et de parler, son idéal humain à l'ensemble des journalistes. Poussés par la concurrence pour les parts de marché, les télévisions recourent de plus en plus aux vieilles ficelles des journaux à sensation, donnant la première place, quand ce n'est pas toute la place aux faits divers et aux nouvelles sportives. Il est de plus en plus fréquent que, quoi qu'il ait pu se passer dans le monde, l'ouverture du journal télévisé soit donnée aux résultats du championnat de France de football ou à tel ou tel autre événement sportif programmé pour faire irruption dans le journal de 20 heures ou à l'aspect le plus anecdotique et le plus ritualisé de la vie politique, visite de chef d'État étranger ou visite du chef de l'État à l'étranger, etc. Sans parler des catastrophes naturelles, des accidents, des incendies, bref, de tout ce qui peut susciter un intérêt de simple curiosité et qui ne demande aucune compétence spécifique préalable, politique notamment. C'est une dépolitisation, une fausse dépolitisation, en fait, de la télévision ici qui est critiquée, et c'est quelque chose qui est frappant quand vous regardez les journaux télévisés. Je ne regarde plus les journaux télévisés depuis longtemps, je ne regarde plus la télévision non plus, d'ailleurs, mais même quand vous entendez le flash info de la radio, c'est la même chose. Cette place du sport et des faits divers, je dois dire que moi, mon réflexe quand j'entends ça en début de flash info, c'est d'éteindre la radio. Puis de la rallumer pour l'émission après qui peut être intéressante. Mais le flash info n'a plus, au fond, véritablement de caractère informatif, je crois. Et puis, bon, il faut quand même des commentaires là-dessus. Et voilà des noms. J'ai parlé de Bernard-Henri Lévy, il en cite deux autres qui sont encore aujourd'hui des noms qu'on voit partout. C'est là, bien souvent, que les philosophes de télévision, donc après avoir parlé de problèmes de société, tout d'un coup, qui sont toujours les mêmes, et qui reviennent sans cesse, ce qu'on appelle des marronniers, ça n'arrête pas. Donc les philosophes de télévision sont appelés à la rescousse pour redonner sens à l'insignifiant, à l'anecdotique et à l'accidentel, que l'on a artificiellement porté sur le devant de la scène et constitué en événement. Port d'un fichu à l'école, agression d'un professeur, ou tout autre fait de société, entre guillemets, bien fait pour susciter des indignations pathétiques à la Finkielkraut, ou des considérations moralisantes à la Comte Sponville. Voilà, là, il a nommé ses cibles. Et ce qui est assez surprenant, c'est que, ils sont toujours là, ceux-là, les Finkielkraut et les Comte Sponville. Et la même recherche du sensationnel, donc de la réussite commerciale, parce que c'est bien ça qui est en fond, peut aussi conduire à sélectionner des faits divers qui, abandonnés aux constructions sauvages de la démagogie, spontanée ou calculée, peuvent susciter un immense intérêt en flattant les pulsions et les passions les plus élémentaires, avec des affaires comme les rapts d'enfants et les scandales propres à susciter l'indignation populaire, voire des formes de mobilisation purement sentimentales ou caritatives, ou tout aussi passionnelles, mais agressives et proches du lynchage symbolique, avec les assassinats d'enfants ou les incidents associés à des groupes stigmatisés. Donc tout ça a des conséquences politiques.
tout ça a des conséquences qui sont extrêmement graves, en fait, sur les démocraties. Donc, cette question-là de la télévision, et ces biais que l'on voit, l'emprise de la télévision, écrit ensuite Pierre Bourdieu, eh bien, ça reste effectivement tout à fait problématique. Ça reste quelque chose d'essentiel. Et la télévision n'est pas morte. Elle a des concurrents qui la poussent encore plus loin que ce que Bourdieu décrit dans une époque qui nous paraît bien gentille par rapport à aujourd'hui. Alors que faire quand on est un penseur comme Bourdieu qui a une vision quand même subtile, même si elle a souvent été simplifiée à outrance, j'ai l'impression, de la société? Que faire? Il y a un chapitre qui s'appelle, pour terminer quasiment, pas tout à fait, mais vers la fin, la collaboration. Terme ambigu s'il en est. Faut-il collaborer ou pas? Faut-il aller à la télévision ou pas? Lui-même était très réticent à se rendre à la télévision. Parce que le dispositif lui-même, pour lui, était un dispositif qui ne lui permettait pas de dire ce qu'il avait à dire. Alors il l'a fait par ces conférences filmées. Aujourd'hui, les cours du Collège de France, puisque c'est de ça dont il s'agit, sont quasiment systématiquement filmés. Vous pouvez aller les suivre quand vous voulez. Et la pensée complexe qui s'y élabore, souvent, eh bien, vous est disponible. C'est un des miracles d'Internet, ça, de pouvoir aller écouter les sociologues, les philosophes, les physiciens, ce que vous voulez, les plus éminents d'un temps, développer leurs pensées devant vous. Évidemment, la télévision ne permettrait pas ça. Donc il y a peut-être sur Internet des endroits plus favorables à une information digne de ce nom. Encore faut-il la trouver et prendre le temps, puisque la pensée est une question de temps, de s'y plonger. C'était quelques réflexions à partir de Sur la télévision de Pierre Bourdieu.